Oui, bonsoir. Alors, c'est en tant qu'enseignant, enfin, ex-enseignant, je suis en retraite aujourd'hui, mais en tant qu'enseignant que je voudrais apporter quelques éléments de réflexion. Parce que les enseignants sont confrontés, en fait, depuis déjà pas mal de temps, aux problèmes posés par les neurosciences tels que l'ont abordé les intervenants précédents. Déjà, il y a 13 ou 14 ans, Gilles de Robien s'élevait contre le ministre de l'Éducation de l'époque, s'élevait déjà contre les fausses sciences, c'est-à-dire les sciences de l'éducation, la sociologie, etc., et annonçait, alors je vais vous lire quelques citations, c'est pour ça que j'ai apporté quelques feuilles, j'en suis désolé, mais c'était quand même intéressant, et s'exclamait, Gilles de Robien donc, « Mais voici que la science, la vraie, est en train d'investir ce domaine. Cette science toute jeune, c'est la science du cerveau. Sous le nom de neurosciences cognitives, ces sciences nouvelles commencent à apporter des réponses fermes. » Ça fait déjà 13 ans. À l'époque, déjà, le chef de cabinet du ministre, c'était un certain Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire l'actuel ministre, qui ensuite, sous le ministre suivant, Châtel, est devenu directeur général de l'enseignement scolaire, c'est-à-dire en fait le véritable chef du ministère. Et on a été confronté dès cette époque-là déjà à des tentatives. Vous vous rappelez sûrement déjà, par exemple, quand il était question de détecter dès l'âge de 3 ans les enfants qui seraient en difficulté plus tard, c'était déjà Blanquer qui était à l'origine de ça. Et puis, alors, un détail, d'autres l'ont déjà dit avant moi, je n'ai rien contre les neurosciences, tant qu'elles restent dans leur domaine. Mais à partir du moment où elles prétendent nous imposer une éducation, un type d'éducation, où elles prétendent nous imposer une pédagogie, où elles prétendent imposer des méthodes en détail, c'est là que se pose le vrai problème. Et avec le ministre, avec Jean-Michel Blanquer, on est tout à fait dans ce domaine-là. Il annonce qu'il veut créer de nouveaux outils pédagogiques en s'appuyant sur les neurosciences, nouveaux outils pédagogiques qui seront imposés aux enseignants dès la maternelle. Il annonce, vous en avez sûrement entendu parler également, que pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture, eh bien, les neurosciences auraient montré que seule la méthode syllabique était valable et que toutes les autres méthodes devaient être rejetées. C'est un de ces dadas, et puis c'est un dada de tous les réactionnaires du domaine éducatif qui veulent absolument qu'on commence par apprendre les lettres, les syllabes, etc., avant de s'intéresser réellement à la lecture des textes. Donc, on a cet élément-là pesant, dans la mesure où on a un ministre qui est un ami d'ailleurs de Dehaene, de Stanislas Dehaene, et un fervent défenseur des neurosciences dans l'éducation, y compris jusque dans notre travail au sein des classes. Et puis, le deuxième aspect inquiétant, c'est que tout ceci, ce développement de l'idée que les neurosciences vont résoudre les problèmes et que ça c'est scientifique au moins, c'est garanti et qu'il faut s'en servir et l'imposer, eh bien ça a dans la population un écho certain. Et en particulier, si on s'intéresse un petit peu aux multiples sites internet qui foisonnent, même en s'en tenant simplement aux sites qui ont disons, des milliers de connexions constamment. On trouve sans arrêt l'appui, en tout cas, ou le rappel que c'est grâce aux neurosciences qu'on va pouvoir changer les choses et enfin sauver les enfants. Y compris dans des organismes quasi officiels. La Fondation des apprentis d'Auteuil, par exemple, explique sur son site que les neurosciences valident l'éducation bienveillante et un certain type d'approche pédagogique.
La pédiatre Catherine Guéguen, par exemple, écrit « Des études récentes en neurosciences, une science récente, prouvent que certaines expériences modifient en profondeur le cerveau des enfants. » Et ça donne, et alors là ça devient quasiment de la caricature, si les parents sont aimants, le cortex orbitofrontal de leurs enfants se développe normalement. On en est là. Sur des sites qui, encore une fois, les livres de cette dame se vendent par milliers d'exemplaires. On trouve également, bon, par exemple, le livre à la mode en ce moment, c'est un livre du psychiatre américain Daniel Siegel, « Le cerveau de votre enfant », qui est un mélange d'ailleurs de neurobiologie et de méditation de pleine conscience. C'est à la mode, bien sûr. Et alors, le vieux mythe du cerveau droit et du cerveau gauche est un peu hors jeu actuellement. Mais Siegel a inventé un autre élément, c'est le cerveau haut et le cerveau bas. Et donc on trouve sur les sites qui s'appuient sur ces ouvrages, eh bien, par exemple, comment aider votre enfant à intégrer son cerveau d'en haut. Et encore une fois, ce ne sont pas des sites de quelques sectes suivis par quelques adhérents. Non, c'est des sites grand public qui ont énormément d'audience. Tout ceci, et lorsque les deux, c'est-à-dire l'aspect ministériel, officiel, et puis ce type d'éléments dans la population de succès populaire, on peut dire, de ces billevesées-là, lorsque ça se conjugue, ben, ça peut donner quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler également, c'est l'expérimentation que Blanquer, encore lui, a fait développer par Céline Alvarez, qui, dans une école où elle avait des enfants de 3 à 6 ans, a mené toute une expérimentation avec l'aide des neurosciences. Une équipe de neuroscientifiques allait expertiser régulièrement les enfants, voir s'ils menaient des progrès, etc. Et en appliquant une pédagogie, alors ma collègue tout à l'heure a évoqué la pédagogie Montessori, en appliquant les recettes de la pédagogie Montessori et les neurosciences, eh bien, ça produisait des miracles. Bon, sauf que, y compris les neuroscientifiques sérieux, remettent en question largement la réussite de cette expérimentation, parce que c'est bien évident que si on prend 12 élèves, qu'on leur met en plus de leurs professeurs, qu'on leur met 2 ou 3 aides payées par la Fondation Agir pour l'école, qu'on les met à part des autres, les enfants à Gennevilliers étaient dans des bâtiments à part et n'avaient pas leur récréation en même temps que les autres, par exemple, pour éviter qu'il y ait des interférences. Et après, les mesures scientifiques n'auraient plus été valables s'il y avait eu des interférences avec les autres. À partir du moment où on prend un petit nombre d'élèves, d'enfants, comme ceci, où on leur fait un traitement à part et qu'on en tire que ben, finalement, oui, ils ont appris à lire dès l'âge de 4 ans, ils ont appris des éléments de lecture, ça n'étonne personne, mais ça ne prouve rien non plus, évidemment. Alors tout ceci, ce ne serait pas trop grave si c'était limité à quelques éléments comme ça, parce que, y compris chez les enseignants ne sont pas vraiment dupes non plus, et il y a quand même une force de résistance chez les enseignants, heureusement, qui se manifeste. Mais il y a aussi, là derrière tout ça, une volonté, plus ou moins explicite, plus ou moins cachée, bien entendu, une volonté politique de délégitimer l'école publique, en fait. Et même, parfois, chez les pires, de délégitimer l'école tout court. Et puis, bien entendu, délégitimer ceux qui y travaillent, ceux qui l'étudient, ceux qui la font fonctionner, etc. Si vous allez chercher sur Internet quelques éléments dans ce domaine-là, vous allez presque forcément tomber, à un moment ou l'autre, sur une vidéo qui a dû être vue actuellement par plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, et qui s'appelle « Faut-il encore instruire les enfants ?»
c'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est pas non plus. Cette vidéo est faite par Sophie Rabi, la fille de Pierre Rabhi, fondateur de l'association écologique des colibris, et qui essaie de développer cette idée-là que finalement, l'école, c'est un malentendu. L'instruction, c'est un malentendu. Je ne peux pas éviter de vous lire 2 ou 3 phrases de Sophie Rabi dans cette vidéo. Au fil des années d'expérience, je me suis aperçu, c'est elle qui parle, qu'il restait un malentendu de taille. Notre société nous demande d'instruire les enfants à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques, à l'histoire, à la géographie, aux sciences. Et finalement, à l'école, nous passons le plus clair de notre temps à élaborer des stratégies pour que les enfants apprennent. Et puis, or, apprendre, c'est une compétence naturelle que nous utilisons chaque jour de notre vie. Mais si nous maltraitons cette fleur de l'apprentissage en essayant de la contrôler, de tirer dessus pour qu'elle pousse, alors elle se ferme. L'instruction obligatoire est une maltraitance, non seulement pour la liberté de l'enfant, mais aussi pour son développement cognitif. Et à partir de là, on a déjà une approche de cette volonté politique de délégitimer l'école. Et en particulier, avec actuellement le développement de 2 choses. Développement depuis quelques années, et qui va en s'amplifiant de façon exponentielle. Vous savez qu'il existe en France 3 sortes d'écoles possibles. Écoles publiques, les écoles privées sous contrat, qui ont passé un contrat avec l'État qui paie leurs enseignants et qui et écoles privées sous contrat, donc qui s'engagent à respecter le programme. Et puis des écoles privées hors contrat qui refusent toutes les normes donc, qui pourraient les rattacher d'une façon ou d'une autre à l'éducation nationale. Eh bien, les écoles privées hors contrat connaissent une explosion actuellement, depuis quelques années. Il s'en crée en moyenne actuellement, en France, plus d'une tous les 2 jours, en moyenne, bien sûr. En général, elle se crée au début de l'année. C'est-à-dire de personnes qui refusent systématiquement tout ce qui est, d'une façon ou d'une autre, en lien avec une norme scolaire, avec l'éducation nationale, etc. Un autre élément qui se développe largement également, c'est ce que, pour faire bien, on appelle le homeschooling en anglais ou en américain, c'est-à-dire l'enseignement à la maison. Ces dernières années, en 5 ans, le nombre d'enfants qui sont enseignés à la maison par leurs parents, sans inscription au centre d'enseignement à distance. Parce que ça a toujours existé, évidemment, pour les enfants qui sont malades, qui sont itinérants, etc. Bien sûr. Mais ceux qui refusent, y compris d'inscrire leurs enfants auprès du centre d'enseignement à distance, et donc qui font un enseignement réellement à part, ce nombre a été multiplié par 7 ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a réellement une volonté de rejeter tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à l'école telle qu'elle fonctionne d'une façon générale. Et derrière tout ceci, il y a également, je parlais de volonté politique également, il y a également des intentions, cette fois-ci, qui ne sont même pas cachées. Par exemple, la Fondation pour l'école, fondation reconnue d'utilité publique par le ministère de Darcos lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, explique par exemple que une offre scolaire comme l'éducation nationale, avec sa prétention monopolistique, est incontestablement l'apanage des États totalitaires et des dictatures, sans craindre l'emphase.
Et puis, des millions et des millions d'élèves vont continuer à être mutilés à vie. Et puisqu'il n'est pas de solution à l'intérieur de l'éducation nationale, il faut agir à l'extérieur et à côté, et donc sortir du système éducatif. Et on est dans quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que tout ceci se fait à chaque fois avec la caution réclamée des neurosciences, justement. C'est pour ça que je développais ces aspects-là. Lorsque Sophie Rabier explique qu'il ne faut pas instruire les enfants, j'ai découvert ça grâce aux neurosciences. Lorsque Anne Coffinier, directrice de la Fondation pour l'école, explique que l'éducation nationale est une dictature, eh bien, c'est également grâce aux neurosciences qu'on peut découvrir tout ceci. Parce que les neurosciences nous montrent que, et on rejoint là un certain nombre d'aspects développés par Maria Montessori au siècle dernier, eh bien, les enfants, comme le disait Céline Alvarez dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », l'être humain est pré-câblé. L'être humain possède un potentiel inné pour penser, créer, partager, et le système scolaire l'empêche d'émerger. Et on retrouve cet innéisme dont Guy Scarpetta parlait tout à l'heure également. On est dans quelque chose qui se rapproche forcément de l'aspect génétique. Il y a des choses innées et il ne faut surtout pas intervenir, c'est-à-dire qu'il faut rejeter tous les aspects sociaux, sociologiques, culturels, familiaux, etc., au profit de quelque chose qui est extrêmement individualisé et appuyé sur une interprétation, évidemment, j'y reviens, des neurosciences.